Et alors, bon, il y avait des caméras non allumées d'étudiants. C'est très frustrant parce que les professeurs ne peuvent pas vérifier que ce qu'ils disent a été bien compris. Et ça se passe par l'expression faciale. Rebonjour à tous et re-bienvenue parmi nous dans cette autre discussion interview où on a le plaisir de recevoir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Promotion sociale, Valérie Glatini. Bonjour. Bonjour Valérie, bienvenue. Merci. Merci encore pour ta présence, merci pour ton soutien et merci pour tout ce temps accordé que tu vas nous accorder pour répondre à nos questions, aux questions du chat. Dis-nous, on va aller dans le vif du sujet. C'était quoi tes challenges avant le confinement par rapport à l'enseignement supérieur? Avant le confinement? Avant. Ah ben évidemment, on souhaitait donner plus de formation, augmenter la qualité de la formation, diplômer davantage d'étudiants, que chaque étudiant qui entre dans l'enseignement supérieur puisse sortir avec un diplôme. Et puis, c'est vrai que la crise sanitaire nous a tous surpris. Et donc, on a dû basculer très rapidement vers l'enseignement à distance. Ça a été assez brutal, il faut dire, hein, pour l'ensemble de la société, ça a été brutal. Hein, mais en particulier pour les étudiants de l'enseignement supérieur et les étudiants de promotion sociale. Et tous n'étaient pas préparés à ce choc. Hein. Il y avait certains qui étaient plus préparés que d'autres. On pense par exemple aux universités qui ont pu s'adapter assez facilement. C'était plus compliqué par exemple pour les écoles supérieures des arts parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Ouais. Hein. Quand on a un cours de théâtre par exemple, c'est difficile de le faire à distance sans les autres de la troupe. Et puis également les établissements de promotion sociale où il y avait une fracture numérique plus importante. Ça représente quoi l'enseignement supérieur? Alors, c'est 230 000 étudiants, plus à peu près 150 000 étudiants de promotion sociale. Donc, oui, c'est beaucoup de monde et c'est extrêmement divers en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a les universités, il y a les hautes écoles, il y a les écoles supérieures des arts, il y a les établissements de promotion sociale. On fait même des formations dans les prisons. Donc, l'offre de formation est extrêmement vaste et riche. Et donc, j'encourage chaque étudiant, notamment les étudiants qui sont en sixième cette année dans l'enseignement secondaire, de bien se renseigner sur la richesse, la diversité de l'offre de formation qu'il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et tu m'as donné le nombre, tu as dit, est-ce qu'on peut dire à peu près 1 demi-million de personnes avec les profs ou... Oui, disons que c'est 230 000 étudiants plus 150. Oui, ça fait presque 400 000 personnes, 30 000 profs dans l'enseignement supérieur. Oui, c'est pas loin. Un grand nombre de personnes, en effet. C'est un bon calcul à la grosse louche, mais oui, c'est plus ou moins ça. Et est-ce que tu avais des projets avant Covid par rapport au digital? Par rapport à, déjà tu es quelqu'un qui est pro-digital, mais voilà, sans vouloir grossir le trait et aller dans la caricature, mais est-ce que tu es déjà dans le digital au niveau de l'éducation? Je suis convaincue qu'il y a des opportunités. Maintenant, ce que nous a appris la crise sanitaire, c'est que la relation pédagogique, c'est quand même mieux quand c'est un professeur qui est en face d'un étudiant. Et cette richesse de la relation, on le voit ici, hein, on est gêné par ce plexi entre nous. On préférait avoir aussi un contact physique, se toucher le coude, se sourire, parler avec ses mains, c'est très important. Dans l'enseignement, la relation pédagogique, c'est la même chose. C'est très important de pouvoir passer des choses aussi avec son corps. On est des êtres relationnels qui ont besoin d'interaction et de contact comme de pain. Ceci dit, avec cette crise, on a fait un bond en avant au niveau du numérique et je pense qu'il y a des choses qui vont rester et qui sont intéressantes. Et par exemple, cet enseignement à distance, il nous a permis de maintenir des activités quand il n'y avait plus la possibilité d'avoir un contact en présentiel, mais aussi d'avoir des activités quand des personnes ne peuvent pas être présents en même temps dans une même pièce. Et je pense par exemple quand un étudiant est déjà dans la vie professionnelle ou quand il est parent et qu'il ne peut pas forcément aller suivre un cours, par exemple en promotion sociale, et donc il pourrait suivre un cours de façon virtuelle, en numérique, et donc ça peut être une opportunité pour après. Il y a d'autres choses très intéressantes aussi qui ont émergé lors de cette crise, et je pense qu'il ne faut pas
les mettre de côté. Et par exemple, le fait que des profs ont appris à interroger autrement. Parce qu'on sait que quand on fait un examen à distance, eh bien, on ne sait pas si l'étudiant est tout seul ou pas dans la pièce. Et donc, il se pourrait qu'il se fasse aider, par exemple, par un parent. Et donc, pour éviter des phénomènes de triche ou pour mettre tout le monde dans une situation d'égalité face à l'épreuve, certains professeurs ont décidé d'interroger à livre ouvert. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on passe d'une logique où on doit rendre quelque chose qu'on a appris par cœur à une logique beaucoup plus réflexive où on doit finalement faire appel à tout un processus d'analyse et de réflexion qui peut être très intéressant sur le plan pédagogique, qu'un étudiant finalement ne soit pas obligé d'apprendre par cœur, mais on lui demande de faire une analyse, par exemple, sur l'ensemble des cours et donc pouvoir faire un examen à livre ouvert. Donc des nouvelles techniques pour enseigner, des nouvelles techniques aussi pour faire un examen où on peut aussi décider de valoriser les interactions entre étudiants. On sait que voilà, des étudiants peuvent s'aider les uns les autres quand il y a un examen à distance. Eh bien, pourquoi ne pas décider qu'on va valoriser cette collaboration entre les étudiants plutôt que de dire que c'est de la triche, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de professeurs qui ont décidé d'interroger différemment et aussi d'enseigner différemment avec des cours qui étaient malgré la distance, interactifs. Donc tout l'enjeu, c'est de permettre par exemple à un étudiant de quand même poser une question dans le chat, d'avoir des techniques qui rendent l'étudiant créatif, participatif, malgré le fait qu'on est à distance. Et donc c'est possible avec certaines techniques. Et donc notre objectif, c'est de continuer à soutenir ce mouvement qui va vers davantage de créativité du côté de l'enseignant et davantage de participation du côté de l'étudiant. Et on a évidemment des fonds qui sont réservés pour ça, et notamment 32 millions sur le plan de relance européen pour soutenir la transition numérique. C'est super important ce que tu nous dis là, parce que tu nous parles vraiment de changement de pédagogie, de méthodologie. On a reçu beaucoup d'experts, dont Maître Gertz, on en parlait juste maintenant, on disait que l'idéal serait peut-être que le professeur devienne un genre de mentor qui soutienne et qui est là pour aider l'élève plus que un professeur, je veux dire, classique, comme on le voyait de ma génération, qui était là, qui donnait cours. Est-ce que tu penses que le confinement a aidé à aller vers et tu penses que toi, tu pourrais mettre des choses en place comme des canaux d'information et d'échange pour permettre à d'autres professeurs de prendre connaissance de cette nouvelle manière de faire? Mais je crois qu'en effet, il y a des choses qui se sont passées qui étaient assez inédite de mon temps à moi, quand moi j'étais étudiante. C'était vrai, on avait le cours ex cathedra et puis on avait très peu de contact avec le professeur. Ce que j'ai vu ici pendant cette crise sanitaire, c'est évidemment beaucoup de détresse du côté des étudiants. C'est un fait, beaucoup de sentiments de solitude, d'isolement, mais aussi des professeurs qui étaient à l'écoute de leurs étudiants, qui prenaient contact avec eux quand ils avaient des résultats inquiétants, par exemple à la session de janvier, pour leur proposer des activités de remédiation. Et donc nous, on a un plan de soutien pour les étudiants sur le plan financier, mais aussi sur le plan des aides à la réussite, où on a renforcé les montants pour des aides à la réussite, des activités de remédiation. Certaines peuvent se tenir en présentiel pour permettre à un maximum d'étudiants de rester accrochés à leurs apprentissages. Et puis bien sûr, il y a toute une série de mesures qui sont prises aussi parce qu'il faut le support matériel. Et donc je parlais de la promotion sociale. On sait que dans l'enseignement de promotion sociale, il y avait une fracture numérique plus importante, à peu près 30% des étudiants qui n'avaient simplement pas le support. Et donc, notamment grâce à Molengeek, je sais que vous avez participé à cette action qui consistait à aller fournir des ordinateurs reconditionnés dans des établissements de promotion sociale. Eh bien, il y a des étudiants qui ont pu profiter d'un support technique qu'ils n'avaient pas auparavant. Il faut simplement l'ordinateur et puis la connexion. Et donc, on a aussi mis sur pied des aides, des subsides sociaux pour que les étudiants puissent, par exemple, acheter une connexion Wi-Fi. On sait que quand on a un examen à distance, c'est un stress d'imaginer qu'à un moment donné, la connexion va couper. Donc, il faut bien sûr aussi avoir un contact avec les opérateurs et on avait contacté Proximus et Telenet, par exemple, avant les examens pour assurer une bonne couverture et aussi qu'ils puissent donner un accès à leur hotspot de façon à ce que les étudiants puissent être correctement connectés. Donc ça, c'était la plus grande préoccupation au moment du basculement vers l'enseignement à distance en mars. On n'avait plus d'autres possibilités pour continuer les apprentissages et on voulait continuer les apprentissages parce qu'on voulait surtout pas que cette année soit perdue pour les étudiants. C'était de leur permettre d'être équipés et puis ensuite de pouvoir
sur le plus long terme, former les enseignants aux nouvelles techniques d'enseignement et également soutenir les étudiants dans la réussite. Il y a eu, comme je l'ai dit, un sentiment de décrochage, mais qui ne s'est heureusement pas matérialisé au niveau de la réussite, puisqu'on a eu des taux de réussite l'année dernière et aussi à la session de janvier légèrement supérieurs aux autres années. Donc preuve, je pense que les étudiants montrent une grande capacité d'adaptation que je salue. Et également, les professeurs sont capables je pense, d'entrer beaucoup plus en contact avec leurs étudiants que de mon temps, où finalement on avait très très peu de contact avec nos professeurs. Moi, j'ai cette impression que les étudiants des écoles supérieures ont été moins écoutés parce on a l'impression que c'est des adultes un peu, qui savent se débrouiller, que c'est des adultes. En tout cas, nous, ils sont venus avec d'autres demandes à Molenbeek, ils sont venus avec des demandes parfois d'ordinateur, mais parfois d'espace. Ils avaient besoin, parce que les bibliothèques étaient fermées, les endroits où ils allaient normalement étudier, tout était fermé. Donc, ils nous demandaient parfois, est-ce qu'il n'y a pas un espace où on peut venir, parce que dans leur cote, parce que chez leurs parents, ça n'allait pas, ça ne convenait pas. Et j'ai l'impression que nous, on les voyait comme des gens, c'est pas les pires, donc ils peuvent se débrouiller. Mais de l'autre côté, ça reste des personnes qui avaient besoin d'un soutien minimum. Donc oui, il y a les fournisseurs d'accès Internet qui ont mis à disposition des connexions Internet et des choses comme ça. Mais est-ce que je vais te poser la même question que je pose presque à tous nos experts. Est-ce que tu penses que l'Internet, c'est de l'eau? Est-ce que tu penses que l'Internet, c'est un produit de première nécessité aujourd'hui? Par rapport à ce qu'on est passé, en tout cas par rapport au confinement, on se dit oui, mais bon, voilà, j'espère qu'on va sortir de cette période de confinement et qu'on aura, voilà, on aura beaucoup plus d'interactions. Mais est-ce que tu ne penses pas que l'Internet reste quelque chose de super important pour la formation des personnes, pour pouvoir postuler à un job? C'est pas juste du divertissement, c'est des choses, je veux dire, où actuellement il y a on s'est rendu compte avec ce confinement, enfin, c'est une loupe grossissante, on s'est rendu compte qu'il y a des familles qui n'avaient pas de connexion à la maison. Oui. Je pense que c'est ça que la crise a mis en lumière, c'est l'importance d'être connecté de nos jours. Et on pensait que c'était important pour le divertissement, Netflix, etc. Mais non, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental aussi pour les apprentissages. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait en effet, comme tu le dis, pas juste l'ordinateur et la connexion. Après, il y a encore les locaux pour pouvoir étudier à son aise. Et donc, on a laissé les bibliothèques ouvertes pendant le confinement. On a également demandé aux communes qu'ils mettent à disposition des salles d'études parce que, comme tu le dis, c'est pas évident quand on est dans une famille où il y a 3 enfants, dont le dernier est tout petit, par exemple, de pouvoir se connecter sur son apprentissage, se concentrer pour un examen. Si on est dans la cuisine de l'appartement, et on sait qu'il y a des petits appartements à Bruxelles, c'est très compliqué, et ailleurs évidemment, c'est compliqué de se concentrer quand il y a du bruit autour. Donc, c'est pas simplement le matériel, l'ordinateur, la connexion, il faut encore l'endroit où étudier. Et c'est vrai qu'il y a eu, surtout au début du confinement, beaucoup de détresse qui a été exprimée, beaucoup d'attentes, beaucoup de questions qui ont été adressées à vous, à nous, de la part des étudiants qui, en effet, étaient davantage que leurs parents connectés sur le plan numérique. Je pense qu'il y a un courant, c'est tout à fait clair, mais on s'est rendu compte que le numérique était capital aussi dans le domaine de l'enseignement. Il y a l'enseignement hybride dans l'enseignement obligatoire, mais dans l'enseignement supérieur, c'était une composante extrêmement importante, à part évidemment pour les stages qui ont été maintenus, pour également tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement artistique, comme je l'ai dit, des cours aussi en promotion sociale. Il y a par exemple une formation d'infirmier, eh bien, il y a des gestes techniques qui doivent pouvoir être enseignés en présentiel, mais pour toute une série d'autres types d'enseignement, en effet, le distanciel a été capital. Tu nous parlais du plan de relance, que tu as réussi à débloquer quelques millions par rapport à l'enseignement supérieur. Post-Covid, est-ce que tu as déjà des plans clairs par rapport à ça? Est-ce que tu sais déjà ce qui va rester? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas encourager? Est-ce que c'est déjà clair pour la rentrée ou pas encore? Oui, c'est très clair. Alors pour la rentrée, je pense qu'on va vers du 100% présentiel. C'est ce que tout le monde demande, c'est ce qu'on espère. Donc on espère bien que la vaccination progresse, on le voit. Donc on espère qu'elle va nous permettre une reprise 100% présentielle. Ça, c'est ce que veulent les étudiants et les professeurs.
Une année dans le supérieur, c'est pas juste étudier, hein, c'est aussi les contacts humains, les amis qu'on se fait dans l'auditoire. Et ça, c'est vraiment capital qu'on puisse avoir cela. Maintenant, il y a toutes des techniques d'enseignement qui sont très intéressantes. Quand, par exemple, un chercheur, un assistant d'un professeur ou un professeur lui-même part à l'étranger pour effectuer une recherche, ça peut être intéressant qu'il puisse donner son cours à distance, par exemple. Pas tous les cours, mais peut-être certains cours. Pour certains cours, il y aurait une valeur ajoutée pédagogique de pouvoir les faire à distance. Si on a un étudiant, une maman qui souhaite reprendre des études et qui a des jeunes enfants à la maison, ben, ça pourrait être intéressant pour elle qu'elle se connecte à 9 h du soir pour suivre son cours, par exemple. Si un professeur, lui aussi, voit de l'intérêt à différer un cours et à le faire à le dispenser de façon numérique, pourquoi pas? Donc je pense que quelqu'un d'autre de plus intelligent que moi a dit qu'il fallait jamais manquer l'occasion, never spoil a good crisis. Eh ben, il faut prendre, je pense, ce qu'il y a d'intéressant dans cette crise, et c'est peut-être certaines choses qui peuvent s'organiser de façon numérique et qu'on puisse continuer à soutenir les efforts de nos établissements pour qu'ils puissent s'équiper, acheter aussi des programmes qui permettent de l'interaction dans les cours. On sait que c'est ça qui est très important, c'est d'augmenter la participation des étudiants. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était souvent des professeurs qui se filmaient pendant qu'ils donnaient cours, et puis, ou alors c'était via Teams, et alors bon, il y avait des caméras non allumées d'étudiants. C'est très frustrant parce que les professeurs ne peuvent pas vérifier que ce qu'ils disent a été bien compris, et ça se passe par l'expression faciale. Et donc, je pense qu'il faut trouver des moyens, et il y a des techniques, vous les connaissez certainement encore mieux que moi, qui permettent de rendre le cours beaucoup plus interactif, qui permettent aux étudiants de vraiment participer. Et on sait que c'est quand un étudiant participe qu'il peut signaler ce qu'il a bien ou mal compris, que la relation pédagogique est à son niveau optimal, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe, et ça passe par la relation, par les échanges, fussent-ils virtuels. Mais rien de plus frustrant, je pense, pour un professeur que de donner cours par Teams face à un mur de caméras non allumées, par exemple, hein, qui ne permettent pas de vérifier la bonne acquisition du savoir par l'étudiant, et qui ne permet pas non plus à l'étudiant d'entrer vraiment en contact avec le professeur. Donc il faut pour ça des techniques particulières, hein, qui permettent de poser des questions en même temps que le cours, qui permettent par exemple au professeur et à son assistant de préparer ensemble un cours virtuel, hein. Donc il y a toute une série de techniques qui doivent être encouragées, et via des soutiens financiers. Donc en effet, on a ce fonds de 32 millions dont je parlais. Ce seront des appels à projets qui seront disponibles pour les établissements d'enseignement supérieur et de promotion sociale. Il y a 24 millions pour les établissements d'enseignement supérieur et 8 millions pour les établissements de promotion sociale. Il y en a moins, évidemment, hein. Il y a moins d'établissements, moins d'étudiants en promotion sociale, pour qu'ils puissent rentrer des appels à projets pour recevoir des aides spécifiques. Il y a énormément, c'est prévu, il y a énormément de, il y a, par un coup, il y a un investissement, pardon, dans la formation. Est-ce que ça aussi c'est prévu? Parce que tout ce dont tu m'as parlé, c'est apprendre des nouvelles manières de faire, apprendre la nouvelle pour donner des cours à distance. Nous, par exemple, à Molengeek, on ne croit pas du tout au 100% e-learning, mais on se dit, ah tiens, parfois l'hybridation, un jour semaine, voire deux, ça donne de l'autonomie, ça responsabilise le jeune, ça lui permet de lui donner des soft skills, donc des compétences un peu innées d'organisation et de collaboration qui sont beaucoup plus poussées que s'ils étaient tout le temps en présentiel. Parce qu'on a vu qu'ils sont fort développés de ce côté-là avec le 100% e-learning, mais on se dit qu'au niveau motivation, on a vu aussi que ça descendait grave. Et donc, voilà, est-ce que tu penses que dans le futur, l'hybridation, une demi-journée, un jour semaine, peut être quelque chose de positif pour l'école supérieure ou l'enseignement supérieur ou... Je pense qu'il peut y avoir du sens dans certaines circonstances, en effet, de faire appel à ces outils. Il y a l'outil de la classe inversée aussi, hein, où c'est un étudiant qui va se filmer quand il réexplique un cours, par exemple. On sait que ça, c'est extrêmement formateur, hein, de permettre à quelqu'un de reformuler avec ses propres mots ce qu'il a appris. Voilà, ce sont des outils extrêmement riches qu'il va falloir continuer à utiliser. Ça, c'est tout à fait clair. Et l'élément dont tu parles est capital, là, c'est la formation, avec aussi un autre élément que tu as dit, c'est la motivation. Et c'est vrai que souvent, il y a une baisse de la motivation sur le long terme quand on ne participe pas. Et donc, il y a plusieurs étudiants qui m'ont dit que, par exemple, ils avaient appris à mieux maîtriser les outils technologiques en passant par
une maison des jeunes. Et donc, il y avait une maison des jeunes, je ne vais pas la citer parce que peut-être les autres vont se sentir un peu frustrés, mais il y a une école des jeunes, une maison des jeunes que j'ai visitée pendant le confinement ou en sortie de confinement, qui avait fait une série d'actions vraiment très intéressantes. Donc, tous les jours, ils avaient un rendez-vous avec les jeunes de la maison des jeunes, un rendez-vous virtuel. Donc, ils se connectaient tous à la même heure. Je pense que c'était 20 heures après avoir mangé avec les parents. Et puis, ils avaient un petit moment entre eux, juste entre eux, donc sans les parents, avec juste les responsables de la maison des jeunes qui connectaient les jeunes. Ils avaient leur rendez-vous, c'était l'apéritif, je pense, ou quelque chose comme ça. Ils avaient appelé ça les apéros de la maison des jeunes. Et c'était plutôt post-repas, manifestement, ou alors il y avait peut-être d'autres choses qui se passaient après, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'appelait l'apéro de la maison des jeunes, X. Et donc, ils arrivaient à rester connectés tous ensemble, pas très longtemps, hein, c'était 30 minutes, mais c'était tous les jours. Et donc, les jeunes attendaient ce moment de convivialité parce qu'on sait qu'il n'y avait plus d'activités jeunesse qui pouvaient être organisées en dehors de ce moment. Et donc, ça a été aussi l'occasion pour des jeunes d'être motivés pour garder un contact virtuel. Et donc, cette motivation leur permet d'acquérir un savoir-faire qu'ils peuvent ensuite exporter dans l'enseignement à distance. Donc, je pense qu'il faut avant tout avoir une motivation de rencontre. Et donc, c'est vrai que ces contacts journaliers organisés par la Maison des Jeunes permettaient certainement de faire baisser le sentiment d'isolement des jeunes, mais aussi, quelque part, de leur transmettre un savoir-faire au niveau technique. On sait que souvent, c'est très frustrant. On se connecte, ça ne marche pas, il faut réessayer. Et puis, on réessaye une fois, deux fois, on sort, on rentre, on a une coupure de réseau, on panique un peu. On avait oublié d'allumer sa caméra, on n'a pas bien géré comment prendre la parole, rendre la parole, quand est-ce qu'on peut intervenir. Ce sont des techniques qui s'apprennent. Et je pense que quand ça s'apprend dans un contexte ludique, de loisirs, notamment dans le cadre d'activités organisées par des maisons des jeunes, eh bien, ça, c'est vraiment optimal. Écoute, on me met un peu la pression, donc je vais te poser deux questions, les deux dernières questions. Est-ce que tu as eu des demandes spécifiques pendant le Covid pas, je veux dire pendant le Covid, mais pas pour gérer l'urgence du confinement, mais pour le après, des écoles ou quoi? Ben, très clairement, il y a des établissements qui sont demandeurs. Hein. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, ça c'est clair. On avait fait un petit sondage informel auprès des établissements d'enseignement supérieur, les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, les établissements de promotion sociale. Il y a une demande. C'est tout à fait clair. La demande, elle existait déjà avant. Et ce que m'ont dit plusieurs responsables académiques, hein, que ce soit des directeurs de haute école ou des recteurs d'université, c'était qu'on a probablement fait un bond en avant de 10 ans au niveau du numérique. Et donc, ce sont des outils qui étaient déjà extrêmement intéressants, mais il y avait beaucoup de frilosité par rapport à ça, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fantasmes aussi, parce qu'on pensait, ah voilà, on va tous faire de l'enseignement à distance et on va perdre ce qui fait la richesse d'une relation pédagogique, c'est deux personnes en présence. C'est pas ça. C'est vraiment l'idée de garder le présentiel, mais il peut y avoir certains types d'activités qu'il est intéressant d'organiser à distance, et pour ça, il faut maîtriser les outils. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, il y a une vraie demande à laquelle nous, on veut pouvoir répondre, de pouvoir continuer certains types d'enseignement à distance. Oui. Et ta vision à 5 ans de l'enseignement supérieur, c'est quoi? Alors, ma vision à 5 ans, ce serait un enseignement supérieur dans lequel on a plus d'étudiants diplômés. Je voudrais que chaque étudiant qui commence un cursus dans l'enseignement supérieur termine avec un diplôme, pas forcément le diplôme dans le type d'enseignement qu'il avait commencé. Ça peut être des réorientations, on n'est pas tous faits pour le même type d'enseignement, mais je rêve vraiment d'un enseignement supérieur qui permet à chacun d'avoir les outils qui vont lui permettre de s'insérer socio-professionnellement. C'est vraiment ça, voilà, je ne suis pas très modeste, hein, mais je pense qu'il faut avoir un peu d'ambition. C'est ça le rêve, c'est qu'il y ait plus d'étudiants qui sortent avec un diplôme, parce qu'on connaît l'importance d'un diplôme hein, pour l'insertion socio-professionnelle. Ça peut être un diplôme de promotion sociale, ça peut être un diplôme d'une école artistique, un diplôme d'une université, un diplôme d'une haute école, mais une compétence certifiée par un diplôme qui permette de s'insérer sur le marché du travail. Merci beaucoup, Valérie. On va passer aux questions de la régie, donc du chat. On t'écoute. On a Black Rucat qui nous demande sur Twitch, pure curiosité, quel style d'élève étiez-vous? Et si c'était en cette période, comment auriez-vous réagi face à ce bousculement? Quel élève j'étais? Moi, j'ai beaucoup aimé,
J'ai quand même beaucoup aimé les activités aussi en dehors des auditoires. Donc, j'ai adoré mes études. Ça s'appelait une licence à l'époque. J'ai fait une licence en philosophie et j'ai vraiment adoré mes études, vraiment du début à la fin. Mais c'est vrai que j'aimais aussi beaucoup ce qu'il y avait autour et donc je comprends la grande frustration des étudiants. Je crois que c'est ça qui aurait été le plus difficile à vivre pour moi, c'est l'isolement. Hein, parce qu'on sait qu'une année dans le supérieur, c'est aussi une année avec ses copains. Et cette progression tous ensemble au même rythme, c'est très important. Par exemple, pouvoir partager un moment de panique avant les examens en allant prendre un verre avec un copain qui connaît exactement la même difficulté, la même angoisse face à une épreuve, l'impression de ne pas avoir compris, se faire réexpliquer le cours par quelqu'un d'autre, simplement autour d'un verre, c'est vraiment très important. Et donc je pense que c'est ça qui m'aurait le plus manqué, c'est les contacts avec les gens dans l'auditoire. Oui. C'est quel type d'études que tu as faites? C'est une licence en philosophie, oui. Philosophie. Oui. Ah, ok. Et puis alors un diplôme en éthique biomédicale après, Ok. donc à l'intersection entre des études de médecine et de philosophie. J'ai vraiment adoré, Ok. adoré mes études et j'espère pour nos jeunes, avant tout ça, hein, qu'ils puissent faire des études qui les passionnent. C'est ça le plus important. Non, on sent que ça t'a passionné en tout cas. On sent vraiment que c'était quelque chose Oui, qui. j'ai eu affaire à des excellents professeurs qui nous ont, qui ont surtout cultivé en nous l'esprit critique, le plaisir d'apprendre, avec aussi beaucoup d'humour. Moi, j'ai eu des professeurs qui avaient beaucoup d'humour et donc j'aimais aller au cours, j'aimais parfois aussi faire la fête et j'ai conscience que c'est ça qui a beaucoup manqué aux étudiants, hein, c'est cette capacité à avoir des activités également en dehors des auditoires. Voilà, nous sommes tous des animaux sociaux, on a besoin d'interaction et je crois que c'est ça le plus dur cette année. Et c'est pour ça qu'on encourage, et je n'ai pas honte de le dire et je le dis, moi j'ai reçu ma première dose de vaccin parce que c'était ma tranche d'âge. Je me suis fait vacciner et j'appelle vraiment le plus grand nombre de citoyens à se faire vacciner quand leur tour arrive. Et je sais qu'à un moment donné, le tour des plus jeunes va aussi arriver. Et je lance un appel à la vaccination pour qu'on puisse très vite avoir plus de liberté et retrouver ces contacts sociaux qui sont indispensables. Ok, super. Alors, je m'excuse d'avance pour le chat qui nous écoute. Il y a beaucoup de questions dans le chat, mais on est un peu serré par le timing. Alors, j'ai terminé avec cette question. Quel message voulez-vous transmettre aux jeunes en cette période difficile? Oui, ben, leur dire que d'abord, félicitations, parce qu'on sait que la très grande majorité des jeunes a respecté les mesures sanitaires et c'est vraiment pas simple. Et on sait que c'est beaucoup plus dur de respecter les règles sanitaires et quelque part vivre cette situation de crise. C'est plus facile quand on a 47 ans comme moi que quand on en a 18, c'est une évidence. Donc merci à eux d'avoir compris le sens des règles qui était la protection des plus vulnérables, les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des comorbidités, donc qui ont une santé fragile. C'est pour ça qu'ils ont respecté les règles sanitaires. Un grand merci à eux. Et puis aussi félicitations à tous les étudiants qui se sont accrochés dans des circonstances vraiment pas faciles, il faut le dire, et qui ont réussi à rester connectés sur leurs apprentissages. Je l'ai dit, en janvier, il y a eu des taux de réussite légèrement supérieurs. C'était une très heureuse surprise, mais c'était une grande surprise. On avait très peur que nos étudiants n'aient pas réussi à suivre. Et donc, je leur souhaite évidemment bon courage maintenant, puisqu'on s'oriente vers la session d'examen de juin. On sait qu'il va y avoir à nouveau un moment de tension, un moment d'angoisse. C'est jamais facile de vivre une préparation à une session d'examen. Donc voilà, je souhaite à tous les jeunes qui sont des étudiants bonne chance pour leurs examens et à tous les autres, je leur envoie un message de remerciement et je leur dis que voilà, on est en train d'avoir chaque jour qui passe une amélioration de la situation. Je pense qu'on aura un été, par exemple, avec plus de sport, plus d'activités extrascolaires et puis une rentrée dans le supérieur à 100% en présentiel. Sinon, 47 ans, vous ne les faites pas du tout.
Merci beaucoup Valérie, Merci à vous. merci beaucoup. On est obligé d'écourter parce que tu as un planning super chargé Pas de problème. et je te remercie mille fois d'être là parce que voilà, normalement, tu ne serais pas là parce que ton planning est super chargé. Donc, mille merci pour tes réponses, mille merci pour ton soutien et ton temps et on te revoit très très bientôt dans notre plaisir. travail Merci habituel. à toi. Merci. À Et bientôt. nous, on se revoit tout de suite avec d'autres experts. Ce sera pas moi, je pense, hein, les gars, c'est pas moi hein, qui présente cette fois-ci. Ah voilà, c'est trop bien. C'est Mona, c'est c'est la fabuleuse Mona qui va avoir le prochain expert. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Mona. Merci à tous.